Je suis né à Pont-à-l'Écluse, où je vivais une enfance heureuse. On ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es tué. Non, ça c'est rien, c'est juste... Jusqu'à un jour de 1940, Et ça vous fait rire? où la guerre tente de me voler mon enfance. L'idée n'est pas venue de moi parce que je ne suis pas un grand lecteur de BD, mais quand on m'a parlé du sujet, et à partir du moment où les héros étaient des enfants, à partir du moment où ça parlait de l'occupation, qui sont deux obsessions, enfin pas tellement les enfants, j'aime travailler avec eux, mais la période de l'occupation est une période c'est même pas qui me passionne, qui m'obsède, je dois avouer. Et évidemment, ça, le profil, ça m'a parlé très rapidement, voilà. Voilà. Ça recommence. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe dans le village. Moi aussi. François, on va passer à table. Maman, c'est la guerre. Oui, bah c'est pas une raison pour sauter les repas. On pourrait se dire que parce que la BD nous donne des images, que c'est plus facile, mais je crois pas. Parce que la BD, la bande dessinée a son propre langage dramatique, on observe avec des ellipses, des choses comme ça, qu'on ne peut pas tout la montrer dur au cinéma. Mais malgré tout, comme je savais qu'il y avait un socle de lecteurs très important ici en France sur les enfants de la Résistance, je crois que les albums se vendent en général 400 000 exemplaires, ce qui est énorme. Donc je me suis dit quand même, c'est un petit peu comme Tintin, c'est-à-dire qu'il faut quand même garder le physique apparent des enfants, il faut les garder les mêmes. Donc ça, c'était mon premier travail, donc un travail de caste. Alors, c'est sûr, t'as qu'à lire. Et mon père qui disait, t'en fais pas, il y aura plus jamais de guerre. Tu parles. Il va y aller? Non, à cause de ses poumons. En adaptant, je me suis nourri de tout ce que je sais, enfin tout ce que je sais, tout ce que j'ai dévoré sur l'occupation pour pouvoir le mettre en route, simplement parce que je voulais faire un film qui soit à la fois sérieux sur l'occupation, mais en même temps, évidemment, à vision d'enfant. C'est-à-dire avec peut-être une certaine naïveté et en incorporant un peu d'humour, parce que la période ne se prête pas toujours. Mais c'est vrai qu'en même temps, les films sur l'occupation, ça peut être La Grande Vadrouille et ça peut être L'Armée des Ombres, donc c'est deux choses différentes. Donc j'ai choisi de raconter des choses sans doute parfois dramatiques, même parfois sombres, mais avec toujours un sourire et de la légèreté. Voilà, c'était bon, c'est l'ambition. Ce que la BD fait assez bien. Et bah qu'il la continue, salut de ton De Gaulle là. Et ce sera sans moi. C'est quoi ce lynx? De la vermine, des cocos que je même pas signé de leur nom. Bah quoi? Moi je dis que les boches il faut faire avec, il faut être pragmatique comme on dit. Dramatique. Bah oui. Je les ai rencontrés, ils ont un droit de regard. Ils insistent beaucoup sur une chose, sur laquelle moi aussi j'aurais insisté, mais qui leur tient à cœur particulièrement. C'est que, comme vous le savez, pendant très longtemps, dans les années qui ont suivi la guerre, l'occupation, les films étaient les Allemands méchants, les Français gentils. Hein. Bon. Or, la réalité est plus complexe, on l'a vu, puisque le gouvernement de Vichy a été au moins aussi zélé que les Allemands pour appliquer certaines lois, notamment les lois raciales. Et donc, il voulait absolument que le rôle de Pétain soit au moins stigmatisé et évoqué, au moins autant que les autorités allemandes. Donc, ils étaient très à cheval là-dessus, d'autant plus que c'est vrai que pour les enfants aussi, c'était un peu une découverte. C'est qu'entre les Allemands méchants et les Français gentils, il y a toute une frange un peu grise de gens qui étaient soit de vrais collaborationnistes, soit seulement des collaborateurs, ou soit des gens qui cherchaient à se démerder. Donc, ils ont été là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont un droit de regard, d'autant plus que le succès de la BD a fait qu'ils ont fait énormément de conférences et de rencontres avec des scolaires, ce qui rend leur maîtrise du sujet assez pointue. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Comme les enfants sont des héros, forcément des enfants qui se mettent un peu par hasard, par puérilité, à jouer les résistants, peut amener aussi des situations cocasses, un peu marrantes. Et à partir du moment où les enfants évoluent à l'écran, déjà, ça crée un sourire. Ce sont des enfants, justement, à qui tout d'un coup, on vole une enfance, précisément. Parce que il y en a un qui dit une chose intéressante, c'est qu'il y a un moment où il voit les affiches allemandes, où il y avait une propagande, où on voyait un soldat allemand avec des enfants dans les bras qui dit « Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands ». Il dit « Mais non, il ne faut pas leur faire confiance ». Il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Il faut qu'on réagisse. Et on lui dit « Mais on n'est que des enfants », et l'autre il dit « Plus maintenant ». Viens. Si on la faisait passer pour une de tes nièces? C'est pas bête ça. C'est aussi une belle leçon, je crois. C'est que, en fait, dans ce village où nous sommes, qui est un village indéterminé, mais tout près de la ligne de démarcation, ce sont en fait les enfants qui créent ce réseau, le Lynx, mais de manière anonyme, personne ne sait que c'est eux. Mais ils le font tellement assez bien que finalement, avec des naïvetés même, ce qui fait que toute la population pense que ce sont des gens envoyés par De Gaulle, et que même leurs maladresses sont des maladresses volontaires,
pour tromper l'ennemi alors que c'est leurs propres enfants. Et donc du coup, en se réveillant eux-mêmes, ils font aussi réveiller leurs parents. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Vous êtes rien que des lâches. On peut pas rester comme eux, là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. J'ai toujours fait ça, mais je n'ai jamais considéré qu'il fallait prendre des enfants qui avaient déjà joué, des choses comme ça. Donc maintenant, on fait des castings à niveau national, ce qui était plus difficile de faire avant. On fait se déplacer. Maintenant, ce qu'on fait assez bien, c'est que les gens se prennent en vidéo eux-mêmes, nous envoient leur bande. Donc j'ai évidemment une équipe de casting qui fait un premier choix. J'en vois même, je sais pas, 200, 300, et puis on fait une sélection d'une trentaine que je vois. Et maintenant, je dois me faire confiance. Alors, je ne vous dirai pas comment je ressens que ce jeune garçon va pouvoir faire le film, mais je le ressens évidemment, parce que si on a fait avec un mauvais acteur, on peut essayer de le rendre meilleur. Avec un enfant où on s'est trompé, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas la technique et tout, donc il ne faut pas se tromper. Mais je crois que la vraie direction d'acteur, c'est pas sur le plateau qu'on l'a fait, c'est au moment du choix, justement. J'avoue maintenant peut-être avoir 5 ou 6 films avec les enfants, plus nombre de films publicitaires, je me fais assez confiance de ce côté-là. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Gestapo, faites sortir vos élèves. Les enfants ne sont pas encore des acteurs, ce sont des natures. Donc ils doivent parler juste, ils doivent avoir de vrais comportements, ils doivent être assez malins, je ne sais pas si c'est le bon mot. Enfin, ils doivent avoir le sens d'une situation dramatique que je leur explique. Et après, c'est en face de l'acteur qui se manifeste. Alors quand ils sont entre eux, c'est facile parce que ça devient un jeu. Et ils ne sont pas tous égaux devant ce jeu. Mais il y en a toujours un qui prend la tête, et on y arrive. C'est vrai que ça demande une particularité, c'est qu'il faut beaucoup tourner avec les enfants. Mais beaucoup tourner en même temps, on ne peut pas tant que ça, parce que les enfants de cet âge-là n'ont pas le droit de tourner que 4 heures par jour. Par exemple, pour ne pas les user, on fait tous les mouvements de caméra préalablement, les répète avec des doublures, avec des adultes petits qui font leur taille. Et rapidement, ils se prennent au jeu, et je peux vous dire qu'au bout de 3-4 jours, ils ont tout compris au cinéma. Ils disent, je ne suis pas dans le champ, là, donc ça va, je peux dégager, ils connaissent tout. Vous aviez raison d'être pessimiste, maître. Hélas, Tu me jures, papa, tu vas pas partir? un papa veuf, ancien combattant, sera certainement exempté. Hein? T'en fais pas. Contrairement à beaucoup de bandes dessinées, les héros, les protagonistes, donc les 3 ans, vieillissent en même temps que les albums. Ce qui est normal. Donc, en gros, ça passe de 39 à 45 à la Libération. Et moi, je n'ai traité que pour l'instant que l'après-guerre, c'est-à-dire quel était ce village avant le déclenchement de la guerre de 39-40, et l'occupation, le déferlement de l'occupation. Et je m'arrête en 1941. C'est vrai que j'y croyais pas. Personne ne voulait y croire. Tu veux ouvrir la boutique, tu restes avec ton père? Moi, je vais faire taire cette cloche. Ça me fout le bourdon. Je prépare déjà le numéro 2, qui racontera la période où l'occupation devient beaucoup plus sévère. Parce que je dois dire qu'aux années 40, à part le traumatisme qu'a créé tout à coup la défaite française, mais au début, c'est vrai qu'on avait coutume de dire que les Allemands, alors qu'ils avaient une image de barbares, sont arrivés, les gens étaient plutôt presque une bonne surprise de les découvrir plutôt cordiaux et courtois. En revanche, après, ça s'est considérablement endurci à partir du moment où l'armée allemande s'est sentie un peu plus mal et que les mouvements de résistance se sont créés. Et pourquoi qu'ils sont si forts, les chleux? C'est écrit là-dedans, noir sur blanc. Ils se sont débarrassés des Juifs. Parfaitement. Nous, on s'est tapé les Mandel, les Stavisky, les Blum, que du Joupin. Ah, moi, je peux te dire que le maréchal, il va faire le ménage. Mais qu'est-ce qu'il va faire, ton maréchal? Déjà, les Juifs, ils pourront plus être fonctionnaires ou profs. Allez hop là, du balai. Souvent, on part d'un projet, comme je vous l'ai dit, de parler d'heures sombres, mais avec un sourire. Et c'est après qu'on se rend compte de ce qu'on a voulu faire et qu'après, on apprend peut-être des choses peut-être inconscientes et qu'on a voulu faire passer, oui, c'est ça. Et souvent, je n'analyse pas mon œuvre, hein, mais souvent, je me rends compte que s'il y a des points communs entre les films, je ne les ai pas déterminés. C'est a posteriori que je les réalise. Il y a plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Les choristes se passaient en 49, j'ai fait le 36 en 36. La nouvelle exécution, je l'avais déplacée pendant l'occupation. C'est un peu peut-être un petit préquel d'ailleurs de ça. Et puis là, j'ai franchi le pas. Et puis surtout, ce sont des personnages qui sont attachants parce que c'est pour ça qu'on imagine une suite. C'est pas pour une suite commerciale forcément. C'est pas de faire une suite parce que le film se termine sur quelque chose d'ouvert. À la fin, on sait que le lynx, disent-ils, on est en 1940, le lynx ne disparaîtra qu'au jour de la libération. On comprend qu'il y a de nouvelles péripéties et non des moindres qui vont advenir. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Sois fier de toi. Tu
servi d'exemple.